Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Lopez, le fondateur de la newsletter Snowball sur les finances personnelles et auteur du livre L'effet Snowball ou Comment investir avec intelligence aux éditions Erol. Nous allons évoquer avec lui fintech, crypto, investissement et surtout évolution du monde des finances personnelles. Bonjour Johan. Salut Nicolas, merci pour l'invite. Merci à toi d'avoir accepté à participer à cet épisode. On va rapidement rentrer dans le vif des sujets, mais tout d'abord, je vais te poser une question que je pose à Ouais. tous mes invités. Quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique? Oula, premier souvenir d'informatique ou de numérique, je pense que c'était... Alors, je crois que c'était le Minitel, jouer avec le Minitel chez mes parents dans Hmm, les années... Parce que moi, je suis né en 87, donc au début des années 90, quoi. Quand hmm. j'avais 4-5 ans, les premiers souvenirs de jouer avec ça, mais je pense que c'est ça, ouais. C'est marrant parce que cette question me permet aussi de positionner l'âge des gens. Ouais, Euh, c'est Il y ça. a eu des gens, voilà, ceux qui ont eu des références que je connaissais à peine, ou d'autres qui ont eu des références, voilà, parce que Mm. bon, quand j'avais interviewé Ulysse, forcément, il n'était pas du tout sur les mêmes rappels que Bah nous, ouais, pour informatique. Donc, voilà. c'est clair. Mais le Minitel, très bien, très bien, très bien. Peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore et nous décrire un petit peu ton parcours? Ouais, alors bah du coup moi je suis né à Marseille, grandi dans le Var. Ensuite j'ai fait fac d'économie, voilà master en économie parce que c'était un sujet que j'aimais bien, que je trouvais assez divers. Sujet, enfin voilà ça coupe plein de choses, psychologie, tout ça, Hmm, mathématiques, statistiques, business, bon bref. Mais du coup je suis assez vite tombé amoureux de l'univers des startups. Donc à la fin de mon master j'ai atterri chez WeThings, donc il y a une startup française dans les objets connectés, tracker d'activité, montres connectées, tout ça, où j'ai du coup appris le marketing un peu sur le tas. Et donc, je suis resté 3 ans là-bas. Ensuite, j'ai enchaîné, j'ai fait le wagon, donc la formation en développement web. Alors, j'ai fait ça pas pour devenir dev, mais c'était plus pour rajouter un peu une corde à mon arc de marketeur, sachant qu'en plus, quand tu bosses dans les boîtes tech, que tu bosses au hmm. marketing, au sales, tu as toujours des relations avec les équipes tech. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et puis après, j'ai atterri chez Comet, donc une place de marché qui met en relation des freelances tech avec plutôt des grands comptes. Pareil, en marketing, j'étais directeur marketing là-bas. Et j'ai finalement, pendant que j'étais chez Comet, vu que j'avais toujours cette passion pour l'économie, les finances, etc., enfin, c'est resté là depuis la fac, en gros. C'est juste que c'était pas mon activité principale. Bah, du coup, j'ai lancé cette newsletter sur les finances perso, donc Snowball, juste avant le premier confinement, donc mars 2020. Et donc là, l'idée, c'était plus de partager avec mon cercle étendu, au-delà de juste mes potes, avec quelques personnes en plus, bah, voilà, mes expériences, dans quoi j'investis, comment je fais, de décrypter Hmm. des trucs. Et finalement, bah, ça a grandi relativement vite. Et donc, cette activité qui était juste un petit projet perso, bah, en fait, est devenue mon activité principale. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, pour donner quelques chiffres, il doit y avoir quasiment 30 000 abonnés, il y en a 4 000 payants. Et l'idée, c'est de transformer ce premier embryon de cette communauté en bah, non seulement un média un peu plus gros, Hmm. donc qui est là pour démocratiser l'investissement, les cryptos, la bourse, l'immobilier, un peu tout ça, mais aller au-delà de ça et de créer une sorte de fintech, on va dire, vraiment de créer des outils. Demain, peut-être qu'il y aura une application Snowball sur laquelle tu pourras acheter des D'accord. actions. Voilà, en gros, j'ai fait rapidement de A à Z. Hmm. Voilà. Très bien, merci, merci pour ce parcours. Et c'était, enfin, déjà pour revenir un petit peu sur ton parcours un peu entrepreneur, c'était quelque chose qui était déjà dans ta tête ou c'est mûri au fur et à mesure par rapport à ce que tu as dit, la création de Snowball, sur une newsletter un peu fait pour partager un petit peu avec une communauté. Euh, mais voilà, est-ce que c'était quelque chose qui était dans ta tête ou pas Bah, du en tout? gros, j'avais quelques mois avant de lancer Snowball, j'avais déjà discuté avec Charles, donc un des cofondateurs de Comet, en lui disant que je voulais partir, mais que je voulais devenir freelance, en gros.
Donc, je voulais continuer à bosser avec Comet, tu vois, 3 jours par semaine et consacrer 2 jours pour soit d'autres entreprises, soit un projet perso que j'avais pas à ce moment-là. Après, bon, bref, ça a un peu traîné, puis il y a eu Covid. Et Mmh. finalement, tout s'est un peu goupillé, mais du coup, j'avais pas prémédité le lancement de Snowball. D'accord. C'est venu un peu comme ça et la transition s'est fait vraiment en douceur en fait parce que du coup j'ai quand même continué à bosser pour Comet en freelance pendant presque un an après avoir lancé Snowball. Donc tu vois, ça m'a permis de petit à petit mettre un pied puis un autre dans Mmh. l'entrepreneuriat et pas d'y aller vraiment d'un coup quoi. Ouais. Donc là, c'est à tes 2 ans là? Oui, c'est ça, 2 ans, si tu as dit mars, où Ouais. tu as créé Snowball. Je crois, enfin, il y a des évolutions là que tu attends enfin, pour faire évoluer la boîte, hein, il me semble, c'est là où tu en es. Il y avait pas Ouais. une possible levée de fonds, c'était pas Si, si j'ai si, bien ouais, suivi? du coup, ouais, l'idée là, c'était, tu vois, quand j'ai atteint, en fait, assez rapidement après avoir lancé Snowball, je me suis posé la question, est-ce que ça reste une newsletter où il y a que moi qui l'écris et je la fais grandir petit à petit et ça peut être cool? Ou l'autre question, c'était, est-ce que j'en fais un truc plus gros que ça? Et assez rapidement, tu vois, donc c'était quelques mois après, je me suis dit qu'en fait, l'objectif moyen terme, ce serait de transformer ça en une vraie boîte, dans le sens où il y aurait moi, d'autres employés, etc. Et qui potentiellement nécessitait de lever des fonds, Mmh. parce qu'il y a un aspect réglementaire qui est un peu lourd, bon bref, il y a pas mal de choses. Et donc en février 2022, là, il y a 3-4 mois, bah, du coup, j'ai levé des fonds avec la communauté. Je suis pas allé voir des investisseurs, D'accord. Mmh. des fonds d'investissement. Et donc là, du coup, j'ai levé 1,5 million bah, juste avec la communauté, donc avec 450 personnes à peu près. D'accord. Voilà. Ouais, Donc bravo. là en ce Mmh. moment, merci. Là, l'objectif en ce moment, bah, c'est de constituer la première équipe et d'aller au-delà de la newsletter, quoi. D'accord. Oui, ce que tu disais avec d'autres Mhm. projets, mais bon, enfin, c'est vrai que quand on va expliquer un peu plus ce que c'est la fintech, tout ce qui tourne autour de l'univers des finances, Ouais. voilà, on va montrer, enfin, c'est pas la complexité, mais voilà, enfin, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Mhm. Euh, mais ça, on va y revenir. Et justement, en parlant de fintech, on en a beaucoup. Enfin, on l'a dit plusieurs fois ce mot. Quelle est ta définition, toi, de la fintech? Bon, pour moi, c'est assez simple. C'est juste le croisement entre l'univers de la finance, alors que ce soit la finance traditionnelle ou la finance Web3, comme on dit, autour des cryptos. Euh, Hmm. Bah, c'est voilà, cet univers-là qui rencontre un peu l'univers de la tech, des startups, etc. Et du coup, qui fait naître comment dire, des nouvelles institutions avec des méthodes de travail un peu différentes et qui sont plutôt, euh, comment on appelle ça, pas digital native, mais tu Hmm. vois, qui partent de la technologie, qui disent comment on peut appliquer la technologie sur ce secteur-là, que ce soit l'immobilier, la bourse, peu importe, Hmm. pour modifier des expériences utilisateurs ou pour faire en sorte d'avoir des échelles beaucoup plus grandes que ce qu'on pouvait avoir à l'époque, ou des toutes nouvelles expériences qui n'existaient pas avant, en fait. Tu vois, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais la possibilité d'acheter des fractions de biens immobiliers. Hmm. Oui. Bon, il y avait des SCPI avant, mais c'était pas forcément hyper Hmm. accessible et l'expérience était différente. Mais voilà, en fait, voilà, ça crée vraiment des nouvelles choses. Donc, ouais, la finance qui rencontre la tech et qui, du coup, crée des choses assez incroyables. Oui, enfin, on le voit forcément, on en parlait juste avant d'enregistrement, sur tout ce qui est autour de la tech aussi, on le voit sur ces domaines-là où comment l'éducation peut aussi rencontrer la tech. Ouais. On a des entreprises, on a des entreprises qui ont pointé leur bout de leur nez depuis quelques temps. Mhm. Bon, voilà, moi j'ai un exemple forcément en tête, c'est le projet Voltaire avec Unoz, parce que j'ai Ouais. la chance de les accompagner en tant que DSI depuis maintenant quelques années, mais il y en a tout un tas d'autres, hein, il y en a tout un tas d'autres. La fintech, pour moi, est plus récente que tous les autres. Mhm. Enfin, est-ce que c'est dû, comme tu le disais, à cet aspect très législatif derrière, plus compliqué? C'est une bonne question. Je pense que oui, il y avait forcément des barrières à l'entrée qui sont plus élevées que d'autres secteurs, Mm. tu vois, que la food Mm. ou autre.
Et je pense que c'était aussi comment dire, un univers où en gros, tu n'avais pas comment dire, de culture, comme on dit, de B2C, tu vois, où en Hmm. gros, l'utilisateur final, donc vous, toi et moi, les auditeurs, etc., ça passait plutôt par la banque. Le canal, c'était plutôt la banque ou en général, Hmm. ouais, c'était ton banquier. Si tu voulais investir en bourse, il fallait aller voir ton banquier, etc. Donc, c'était plutôt limité en termes de Hmm. canaux d'acquisition, de distribution. Et du coup, je pense que vu que ça a créé des automatismes, etc., auprès des gens où on disait, OK, si c'est une question financière, c'est mon banquier, c'est pas autre chose. Hmm. Bah, du coup, c'est un peu plus compliqué de créer des nouveaux usages et des nouveaux réflexes. Et du coup, c'est pour ça que l'acquisition dans la fintech, elle est souvent assez complexe. Et Hmm. c'est souvent là que ça bloque, tu vois, des entreprises qui n'arrivent pas à aller choper des gens qui veulent investir sur leur plateforme, contrairement à, je sais pas moi, oui, ce que je disais, la food ou les transports, Hmm. Uber, etc. C'est pas pareil. Donc je pense que ouais, il y a ça et du coup l'aspect réglementaire, ça vient se rajouter à ça, vu que les gardiens de la porte d'entrée c'était les banques. Bah, en gros, elles ont créé tout on rentre dans des sujets un peu plus complexes, mais Hmm. de ce côté où en gros elles ont potentiellement fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de réglementation parce que ça les arrange. Du coup, ça limite les nouveaux entrants. D'ailleurs, il y a des théories économiques sur ça qui sont vachement intéressantes. Mais voilà. Donc, ouais, je pense que si tu prends ça dans son ensemble, bah, ça fait que c'est un secteur qui était beaucoup plus difficilement accessible. Hmm. Mais c'est en train de changer parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu as des solutions en marque blanche. Du coup, en gros, tu n'es pas obligé d'avoir ta licence bancaire. Tu peux t'adosser à une banque D'accord. via une Hmm. API, etc. Enfin, voilà, tu as plein de solutions aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des Revolut qui se sont lancés beaucoup plus Hmm. facilement. Donc, ouais, c'est en train de changer drastiquement et même des réglementations qui sont beaucoup plus fintech friendly. Hmm. Qui sont, tu vois, en France, par exemple, il y a l'AMF, elle a un, comment dire, elle a un, comment dire, un pôle dédié au fintech Hmm. qui permet d'alléger la réglementation pour ces fintechs, justement. Tu vois, ils sont D'accord. pas obligés d'avoir la même réglementation que les grosses banques pour D'accord. justement aider à pousser l'innovation, quoi. Hmm. Et enfin, tu l'as bien dit, hein, c'est cette approche traditionnelle, hein, de la banque qui est compliquée à faire bouger. Alors, je ne sais Mm. pas si c'est qu'en France, hein. En France, c'est clairement le cas où tu as ton conseiller, tu passes que par ton conseiller pour des questions bancaires, quelles qu'elles soient. Ouais, Euh, maintenant, bah, j'ai l'impression qu'on tout doucement ça avance, ça avance. On a quand même de plus en plus de banques, de néobanques comme on les ouais, appelle, qui arrivent. Alors, on a de plus en plus, enfin, on a quand même même des licornes hein, qui commencent à pointer le bout de leur nez. Hein. Bon, sur la partie plutôt professionnelle, on peut citer Conto, ouais. voilà, qui a failli faire la plus grosse levée de fonds, mais bon, a été doublé quelques Ouais, heures après par, par Back Market. ouais, Mais voilà, on voit que c'est en train de bouger. Enfin, je sais pas c'est clair. comment tu le ressens, on voit que c'est en train de bouger. Donc les gens ont moins cette appréhension d'aller, enfin, de pas savoir où ils mettent leur argent, parce que c'est clairement ça. Hein. Enfin, Mm. Ouais, bah oui, c'est en train de changer. Je pense que déjà, il y a je pense que les millennials et la Gen Z, ils ont appris à faire confiance à justement ces services en ligne. hmm, Ils ont grandi avec les Facebook, avec toutes ces entreprises-là, les Airbnb, etc. Donc je pense que bah, forcément, bah, les générations futures, elles seront encore moins réticentes à utiliser ces produits. hmm, Donc c'est clairement en train de changer. Et puis il y a aussi, je pense, tu vois, en France, par exemple, le fait de ne plus forcément passer par les banques ou d'utiliser des hmm, services externes, je pense que ça a aussi la confiance dans les banques, c'est un peu effrité, tu vois. Il y a eu la crise en 2008 hmm, des subprimes aux États-Unis, mais enfin qui a ruisselé en Europe et ailleurs. Les banques en fait, n'apportent plus ce service de conseil qu'elles avaient à l'époque. hmm, Aujourd'hui, c'est simplement des commerciaux qui vont te vendre bah, des produits qu'ils ont envie de hmm, vendre. C'est plus oui. vraiment des conseillers, même s'il en reste hein, dans les banques d'affaires, etc. Donc ouais, je pense qu'il y a eu voilà, un effritement de la confiance dans les banques et du coup qui du coup a été approprié par des nouveaux services qui sont en train de voir le jour. Donc ouais, Oui. il y a un peu tout ça qui rentre en jeu, je pense. Bah, enfin, je pense que tu as tout très bien dit. C'est ce côté un peu service qu'on retrouve peut-être plus assez dans le côté banque traditionnelle et Ouais, qu'on va retrouver d'une autre manière, peut-être dans un
dans ces néobanques ou autres, hein, parce que on ira un peu plus loin après sur ce qui peut être proposé, mais parce qu'on va retrouver dans la fintech. Mais voilà, parce que enfin moi, je me positionne en tant qu'entrepreneur, j'ai pas le temps d'aller à la banque les jours où c'est ouvert. Enfin voilà, j'ai pas le Ouais, temps, donc ce que je vais aller, je vais traiter le soir. Donc c'est sûr que tu as une néobanque le soir, tu envoies ton petit mail, le lendemain il est répondu parce qu'il y a ce côté-là. Moi ça ouais, me va. Enfin voilà. bien sûr. Il y a ce côté-là aussi où avant la banque traditionnelle, on était aussi sur un conseiller qui allait rester très longtemps. Donc on avait Ouais, cette notion un petit peu de relation client, quoi. proximité. Ouais. Voilà. Enfin moi malheureusement, enfin la banque traditionnelle chez qui je suis, je connais même pas mon conseiller tellement qu'il a changé quoi. Ouais, Donc non plus. voilà. Donc je me dis bah oui, on va aller ailleurs. D'autant plus que enfin, il y a une notion aussi de coût qui va rentrer en jeu, hein. C'est Si sûr. j'ai pas le conseil, enfin pourquoi je paierais plus cher? Ouais, En France, on a quand même ce côté-là, je veux bien payer plus cher si j'ai de la valeur ajoutée à payer plus cher. ouais, c'est Euh, vrai. voilà. Et donc bon, il y a ce modèle traditionnel. Alors, je suis pas là pour casser le modèle traditionnel, mais je Mhm. prends l'exemple souvent sur ces sujets-là t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, de Uber et les taxis. Ouais. Uber a révolutionné le monde en France, et peut-être dans le monde, parce qu'il proposait des services supplémentaires que ne Mhm. proposait pas le taxi à l'époque, c'est-à-dire savoir combien je vais payer avant, Mm. savoir, enfin, pouvoir commander facilement mon Uber sur une application et pas me poser des questions Ouais. pour savoir est-ce que mon taxi va arriver, etc. Alors, je dis pas, ça a beaucoup changé depuis ces Oui. derniers temps, Ouais. voilà, entre Uber et taxi, parce que bon, après il y a la législation qui a changé. Mais je trouve que voilà, il faut aussi que les métiers changent et les banques traditionnelles, on le sent, commencent à évoluer aussi à se rapprocher un peu plus de ça Ouais. et aussi proposer des nouveaux services. C'est peut-être pour ça aussi qu'on retrouve plus de commerciaux entre Mm. guillemets que des conseillers. Mais Ouais. voilà, après voilà. Mais donc il y a toutes ces néobanques. Pour parler un petit peu encore un petit peu de fintech, tu as quelques exemples d'entreprises de la fintech à suivre en France surtout. Donc on a parlé de Conto. Ouais, mais en France, bah, en B2B, t'as Spendesk aussi, Hmm. qui est assez énorme et intéressante. T'as Qu'est-ce qu'ils font bah, Spendesk? Spendesk, c'est de la gestion de toute la partie paiement de tes employés, tu vois, quand tu leur files des cartes plutôt que qu'ils aient des notes de frais. Donc, ouais, Ok. ils ont facilité la gestion de comment tu délègues le paiement dans les Hmm. entreprises. Bah, un truc que je trouve vachement intéressant aussi, c'est MemoBank, euh, qui est du coup assez semblable à Conto, sauf que dès le début, ils ont décidé d'avoir la licence bancaire très tôt Hmm. pour justement créer des nouvelles expériences plus rapidement. Tu vois, de proposer là, ils peuvent proposer des prêts ou d'avoir, comment dire, ta trésorerie qui travaille. Donc voilà, ils ont une Hmm. approche différente de Conto, mais qui reste assez similaire que j'aime beaucoup. Et sinon, comment dire, en partie plutôt B2C, bah, on a Ledger quand même, qui est un énorme acteur du monde des cryptos. C'est un peu le leader des portefeuilles crypto ultra sécurisés, Hmm. donc pour protéger ses crypto-monnaies. T'as CoinHouse aussi, un des premiers acteurs historiques dans l'univers du Bitcoin, etc. T'as Paymium qui s'est lancé dans le Bitcoin aussi, l'achat-vente de Bitcoin en 2011. Alors, D'accord. Ouais, donc, ça pareil, genre, c'est genre, le temps du Far West hein, dans hmm. l'univers des cryptos. Donc, ouais, il y a pas mal de beaux acteurs en France en fintech et c'est ça qui est assez cool. On a une belle scène fintech. Ouais. Très bien. Justement, enfin là, on va se rapprocher un petit peu de ce que tu as écrit sur ton livre, mais sans tout dévoiler, parce que j'inviterai les gens, bien sûr, à l'acheter, à le lire. Bon, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté un peu finance personnelle, forcément, même si tu peux forcément aussi faire un peu le lien avec la partie pro et de voir un peu tout ce qu'on peut faire en termes d'investissement ou de placement, parce qu'il y a bien la différence. Il y a bien la différence. Il y a qu'aussi, enfin, ce que j'ai remarqué aussi dans ton livre, c'est que finalement, le monde de la finance bouge beaucoup. Je Mm. connais un petit peu ce monde-là, mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses au-delà de tout ce qui entoure, on va dire, de tout ce qu'on peut utiliser, pour bah, mieux investir ou mieux placer son argent aussi que Ouais. du côté traditionnel. Donc, on voit vraiment que ça bouge beaucoup.
Mais pour toi, enfin voilà, c'est juste rappeler rapidement peut-être la partie comment on peut investir, enfin sur quoi on peut investir, parce que tu as différentes strates d'investissement, et je pense que les gens ne le savent pas. Parce qu'on a parlé de crypto et on y reviendra. Je pense qu'on fera un point un peu plus précis là-dessus, mais il n'y a pas que les cryptos, mais il y a aussi d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en Ouais. dire un peu plus? Ouais. Alors, bah, on pourrait en parler des heures, mais si je dois résumer, Mm, alors tu as le grand classique, la bourse. Sachant que dans la bourse, tu as t'as des sous-catégories. Donc, la bourse, c'est quoi? C'est acheter des actions d'entreprise. Donc, tu mm, achètes une petite part d'une entreprise. Donc, aujourd'hui, tu as plusieurs façons de le faire. C'est soit tu ouvres un compte titre. Donc, un compte titre, c'est tout simplement un compte où tu peux avoir des euros, mais tu peux aussi stocker des actions dessus, donc mm. qui te permet d'acheter des actions. Tu peux avoir le PEA, donc c'est la même chose, sauf que le PEA, donc le plan d'épargne action, donc ça permet d'acheter des actions alors européennes et françaises du coup. Euh, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, mais tu peux Mm. aussi investir sur des actions américaines avec. Mais l'idée du PEA, c'est que c'est moins flexible qu'un compte titre, c'est-à-dire que si tu décides de vendre une action et de retirer le cash, tu es obligé de le fermer. D'accord. Alors ça, l'objectif de ça, c'est l'État français a voulu créer une enveloppe fiscale pour soutenir l'économie française. Donc au début, c'était pour investir dans des entreprises françaises et européennes. Et donc l'idée, c'était de dire aux gens, bah, en fait, vous allez placer de l'argent sur ces entreprises-là, donc les aider à se développer. Et en échange, on vous donne des avantages fiscaux au bout de X années. Donc en gros, là, l'idée, c'est de se dire, si tu conserves tes actions longtemps, bah, en fait, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 5 ans, à partir de 5 ans, tu payes moins d'impôts. Mais voilà, donc tu as ça. Et ensuite, bon, la bourse, voilà, il y a plein d'autres façons, mais c'est un peu les deux principales. Tu as l'assurance vie aussi, bien connue des Français. Donc ça, c'est un peu les trois grosses enveloppes pour investir en bourse. Compte titre, PEA, assurance vie. Assurance vie aussi, qui est comme le PEA, qui donne des avantages fiscaux, mais beaucoup plus flexible. Tu peux, par exemple, vendre une partie de tes actions dans ton assurance vie et tu n'es pas obligé de fermer le compte, contrairement au PEA. Tu n'auras pas d'avantages fiscaux, mais au moins tu peux récupérer une partie de ton Mm. cash. Ça, c'est l'approche assez traditionnelle, enfin, Ouais, qu'on ça c'est très. retrouve depuis longtemps, je suppose. Enfin, Ouais, c'est juste que là, il y a quand même pas mal d'évolutions aussi. Tu vois, par exemple, je sais pas, il y a 5 6 ans, peut-être un tout petit peu plus, c'était impossible d'acheter des fractions d'actions. Tu vois, Mm. te dire, OK, aujourd'hui, tu vois, une action Amazon, à l'heure actuelle, elle coûte, je crois, 1200 $. Avant, si tu n'avais pas 1200 $, tu pouvais pas investir dans Amazon. Tu Mm. vois, c'est quand même pour des petits actionnaires. Bah, comme moi et d'autres personnes, bah, c'est un peu compliqué. Sauf Mm. qu'aujourd'hui, bah, en fait, tu peux acheter 10 euros d'une action Amazon, mais du coup, tu vas avoir une fraction d'une action Amazon. C'est là aussi où tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'univers de la tech et de la finance qui se rencontrent. Bah, du coup, ça crée aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc, l'achat fractionné d'actions, c'en est un. Mm. Donc, tu as ça. Après, dans les univers un peu plus exotique, bah, tu as la crypto, mais si on reste dans l'univers crypto, mais un peu plus fun, au-delà d'acheter des bitcoins, des Ethereum ou autre, Mm. bah, aujourd'hui, tu as la possibilité, par exemple, d'acheter des fractions d'une maison et du coup de recevoir au prorata bah, les loyers de cette maison. Et donc tout ça se passe sur la blockchain, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui va acheter une maison, elle va la diviser en 10 000, on appelle ça des tokens, c'est l'équivalent de 10 000 actions, si tu veux. Mm. Et donc, toi, tu peux acheter des tokens de cette maison, genre pour, je sais pas moi, tu peux en acheter deux pour 100 $. Et tous les mois, tu vas recevoir loyer divisé par 10 000 sur ton compte et le tout se fait en crypto, etc. Donc ça, c'est un truc un peu marrant. Et là, du coup, Et ça, enfin, je me rappelle plus, je l'avais vu dans ton livre, c'est des applications précises, enfin voilà, des gens comme tu ouais, dis qui ont utilisé la blockchain, donc le principe un peu de la crypto, on va dire, ouais. voilà, pour faire ça. Et donc tu vas sur une application et tu dis, bah tiens, je vais investir tant dans une partie d'une maison, ou Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Donc là, ouais, le nom de la boîte, c'est aux États-Unis, mais je crois que c'est les fondateurs, enfin, une partie des fondateurs sont français. Ça s'appelle Realty.
Donc, Mm. Ouais. REALT. Donc ouais, ouais, sur la partie immobilier, il y a plein de choses qui se passent, même en Mm. France. Hein, tu vois, tu as Brix, Mm. BRICKS, je sais pas si c'est .co ou .io, Mm. où ils font la même chose que ce que je viens d'évoquer, mais sauf que c'est pas sur la blockchain, c'est un peu différent. Donc voilà, donc tu as pas mal de trucs. Dans l'univers de l'art, tu as aussi, pareil, la possibilité d'acheter des fractions d'un Picasso, d'un Monet, etc. Donc là, c'est une boîte qui s'appelle Masterworks aux Mm. États-Unis. C'est ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme, c'est NFT, c'est ça? Alors là, c'est pas Non. vraiment des NFT. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une boîte, un peu comme toi, si tu vois, si tu as envie d'acheter un immeuble avec des amis, tu vas créer une SCI. Oui, Donc en gros, c'est la même chose. Eux, ils créent l'équivalent d'une SCI. La SCI achète le tableau et du coup, en fait, d'accord. il peut y avoir 10 000 personnes qui ont 10 Ah 000 oui, oui, c'est parts différent. Ouais, ok. Mm. de la SCI, quoi. Il n'est pas une SCI, mais voilà. Mm. Donc tout ça, c'est encore, voilà, tu vois, c'est encore un moyen de rendre accessible des choses qui n'étaient pas accessibles il y a 10 ans. Enfin voilà, Mm. dans le monde, il y a peut-être, je sais pas combien il y a de millionnaires ou de Mm. milliardaires, mais Pas et- beaucoup par il n'y en rapport a à la pas Chine. Ouais. énormément. Mais du coup, Oui. qui peut se payer un Picasso? Pas grand monde, quoi. Mm. Sachant que voilà, l'avantage de pouvoir investir là-dedans, c'est que tu as accès à un actif, euh, donc un truc dans lequel tu peux investir qui est du coup plus sûr, entre guillemets, que d'investir dans des actions. Et du coup, ça te permet de diversifier dans quoi tu Mm. investis, quoi. Ouais, il y a peu de chances que ça perde de sa valeur, quoi. Donc, Bah ouais, il y a mm. c'est toujours possible. T'as toujours des, voilà, il y a des cycles Mm. aussi dans l'art, hein, où du coup, ça perd un peu de valeur, puis ça remonte, puis ça Mm. repère, mais on est quand même sur quelque chose de plus stable que des crypto-monnaies, Mm. quoi. Oui, tout à fait. Et donc oui aussi, bah, enfin, ce que tu citais, j'avais trouvé enfin, des choses aussi sur l'investissement, et c'est toujours avec l'aide de la tech, hein, sur le vin, le champagne, Ouais, d'arriver, je l'avais lu d'abord dans une newsletter que ouais, tu avais sur fait sur Champagne, ouais. ouais, sur le champagne, et j'ai trouvé ça, parce que le champagne, les gens vont tout de suite croire qu'on va l'acheter, mais non, finalement, t'es pas obligé. Tu peux le laisser Mm. là-bas, tu peux le récupérer aussi, hein, d'après ce que Ouais, j'avais cru comprendre. ouais, Mais voilà, parce que c'est quelque chose qui prend de la valeur, comme le vin ou le champagne, c'est quelque chose qui peut prendre de la valeur, quoi. ouais, ouais, donc ouais, j'avais parlé de ça. En effet, tu as des boîtes aujourd'hui Mm, voilà, tu vas sur la plateforme et tu dis, bah, j'ai envie d'acheter 7 bouteilles de champagne, et eux, ils vont te la mm, stocker, ils ont des caves, etc. Si demain, tu as envie de la récupérer, bah, tu leur dis, vous pouvez me l'envoyer, tu vas payer les frais de port, etc. Ou demain, bah, en fait, vendez-la, et du coup, ils s'occupent de la vendre, en échange d'une commission, évidemment. bien sûr. Et là, même, il y a pas longtemps, il y a un nouveau projet qui s'est lancé qui est assez cool. Ça s'appelle le Wine Bottle Club. Mm, En gros, c'est un projet NFT. En gros, l'idée, alors le NFT, si on devait résumer, c'est un peu, c'est rendre une œuvre numérique, donc je sais pas moi, une image sur ton mm, ordinateur, une musique, etc., unique. Donc en gros, c'est comme, tu vois, aujourd'hui, la Joconde, en fait, il peut y mm, avoir 1 milliard de copies de la Joconde, mais la vraie, l'original, il y en a qu'une, quoi. mm, Et en gros, un NFT, c'est pour se dire qu'en fait, dans l'univers numérique, donc sur nos ordinateurs, sur Internet, peu importe, mais en fait, il peut y avoir une seule œuvre, voilà, une seule œuvre ou un seul et- item mm, numérique. Donc, ça peut être une musique, ça peut être un document en papier, enfin peu importe, hein, mm, tout ça. Donc en gros, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du coup une série de NFT. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble, c'est des, comment dire, c'est des illustrations de bouteilles de vin. Et en fait, derrière chaque NFT se cache une une bouteille vraie bouteille ouais, ok. qui est stockée dans une cave, etc. Et du coup, en fait, tu peux revendre ces NFT à d'autres personnes. Et du coup, voilà, ça crée une sorte de marché. Et je trouvais intéressant ce côté où, en gros, ils ont mixé cet univers 100% dématérialisé qui est Mm, donc c'est le Web3, les cryptos, etc. Et ils y ont adossé un truc de très concret, bouteille de vin, quoi. Et mm. du coup, je trouvais ça assez marrant, ce projet. Enfin voilà, il y en a plein, plein, plein qui sortent en ce moment.
Oui, oui, mais ça, on en voit, et c'est vrai que le fait de te suivre, tu nous en Ouais. fais découvrir, donc c'est toujours hyper intéressant. Moi, de mon côté, j'ai pas encore passé le pas sur certaines choses. Euh, voilà, enfin, bon, j'ai du côté tradi, j'ai du côté, je commence à aller un peu dans la bourse, mais c'est parce que bah, je te suis et ça me donne envie, et voilà. Mais tu vois, je passe par une autre application qui s'appelle Trade Republic. Ouais, bien, Trade ouais. Republic, voilà, j'avais écouté un podcast justement Du du DG patron, France. ouais, du DG France, je me Ouais, rappelle plus comment il Mathias. s'appelle. Ouais. Voilà, oui, j'avais écouté sur le podcast de Pauline Léniaud, là, je l'avais trouvé, et puis ça m'a donné envie, puis j'y suis Ouais. allé, et voilà, je commence un petit peu à le faire, et puis ouais, après ouais, c'est des choses où il faut s'y intéresser un tout petit peu, un peu plus, voilà, suivre certaines choses. Je pense que, enfin, tu le dis clairement aussi, hein, c'est d'investir pas tout au même endroit. Enfin, déjà, je trouve que Oui, c'est bien diversifié. Ouais. diversifié, et puis ouais, j'avais trouvé ça assez intéressant parce que après, tu donnes plein d'exemples. On a parlé immobilier, art, champagne, vin, tu as même la location de voiture, Mm. pareil, en utilisant aussi des applications. Ouais. On a parlé des NFT. Enfin voilà, bon, il y a une autre chose qui est peut-être pas liée au monde de la fintech, mais les Lego aussi. Je pense que voilà, Ouais. ça, on avait échangé, je me rappelle, la première fois que j'avais échangé avec toi par message sur ce sujet-là pour te demander un peu des explications. Et ouais, je Ouais. connaissais pas. Tu leur expliques très bien dans ton livre aussi comment ça marche. Ouais. Et ouais, je regarde plus les Lego de mon fils de la même façon. De l'or qui se cache dans Ouais, 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 dans peut-être. sa Alors après, chambre. on va regarder là sur les différents sites Mhm. où, enfin, comment ça a été produit, etc. Mais oui, oui, je lui dis de faire très attention, de ne pas perdre une pièce. Enfin bon, voilà. Mais ouais, c'était ça qui était important. Et puis ouais, ouais. Enfin après, on va parler un petit peu plus des cryptos parce que c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler. Alors avant de rentrer dans l'explication, c'est vrai que en ce moment on entend parler parce qu'on a perdu, enfin là dans 3 semaines, j'ai pas regardé à aujourd'hui, mais je crois que le 12 novembre, c'était à son plus haut historique, là, c'était autour de 56 000 euros. Ouais. Et là, on est descendu à je sais plus combien. Peut-être à 27 000, 28 000. A été divisé par deux en 6 mois. Voilà, Ouais. un peu moins de 28 000 euros, comme tu dis, Mm. au jour d'aujourd'hui, là. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très volatile. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer plus simplement possible ce que c'est la crypto et comment ça fonctionne? Alors ouais, expliquer la crypto simplement. Ouais. Bah, la crypto, c'est ouais, le fond. Alors quand tu parles de crypto, déjà, il faut connaître la notion de blockchain. Mm. Alors la blockchain, déjà, si tu prends comment dire, ce que ça veut dire, la traduction littérale, c'est une chaîne de blocs. Donc c'est comme si Mm. tu imaginais, en gros, la blockchain, c'est juste se dire, c'est comme si tu avais un registre, imagine un livre où en gros, tu peux écrire ce livre, mais tu peux jamais effacer les pages d'avant, quoi. En gros, c'est Mm. ça. C'est en gros chaque action qui est réalisée sur la blockchain, elle est inscrite sur cette blockchain et ensuite on peut pas l'effacer, on peut pas la modifier, on peut pas la remplacer. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est quelque chose de sécurisé et voilà, de très sécurisé. Et on peut pas le pirater, quoi. Mm. Et donc en gros donc tout ça est numérique, voilà, en ligne, etc. Et donc il y a plusieurs applications. Euh, la blockchain, c'est pas que les cryptos. Mm. Euh, donc par exemple, les cryptos, le premier, c'était le Bitcoin. En gros, Oui. le Bitcoin, bah voilà, c'est une sorte de monnaie numérique qui vit sur une blockchain. Donc c'est sa blockchain qui s'appelle le Bitcoin aussi. Donc la crypto s'appelle Bitcoin et la blockchain s'appelle Bitcoin. Mm. Et donc en gros là, c'est de se dire, bah voilà, toutes les transactions Bitcoin, en gros, elles sont voilà inscrites sur cette blockchain et on peut pas voilà, on peut pas les effacer, on peut pas les supprimer. Il y a 21 millions de Bitcoin, c'est l'offre globale et en fait on peut pas aller au-dessus, on peut pas aller en dessous. Mm. Et donc c'est pour ça que souvent les gens ils disent en fait le Bitcoin c'est la meilleure forme possible de monnaie euh, parce qu'il y a cette quantité limitée versus une monnaie comme l'euro, etc. Le problème de ces monnaies-là, c'est qu'elles sont inflationnistes, c'est-à-dire Mm. que tu vas avoir les banques centrales qui vont
injecter des liquidités, augmenter l'offre d'euros, et du coup, l'euro va perdre de la valeur avec le temps. Alors que la volonté première du Bitcoin, c'était voilà, de ne pas perdre de valeur et au contraire de prendre de la valeur avec le temps parce qu'il y a une quantité limitée. Donc, si tu as une quantité Mm. limitée mais que tu as de plus en plus de demandes, en fait, tu as le prix qui augmente, quoi. Classique, offre et Mm. demande. Donc, voilà. Donc, en gros, la blockchain, ça peut être une crypto, ça peut être aussi, comme on disait tout à l'heure, imagine tu es un Renault qui en fait a besoin de tracer des pièces automobiles. Et en fait, elle pourrait du coup, plutôt que d'avoir une base de données sur des fichiers Excel, je sais pas quoi, en fait, pourrait avoir en fait chaque pièce qui est du coup sur une blockchain. Et en fait, l'erreur serait impossible en fait parce que du coup, une fois que voilà, c'est sur la blockchain, on peut pas revenir en arrière, on peut pas effacer un fichier Excel, on peut pas effacer une cellule, etc. Et donc en gros, ça pourrait servir justement à tracer, valider des transactions. Pareil, des actes notariés, en fait, le mettre sur la blockchain, c'est aussi une façon de, ok, il est là, mais en fait, c'est sûr quoi, et on peut pas revenir en arrière, on peut pas l'effacer, il est unique. Donc il y a toujours, voilà, il y a ce côté de possibilité de vérifier, d'unicité, de impossibilité de modification et aussi d'accessibilité. En gros, aujourd'hui, alors tu as plusieurs types de blockchain, mais tu as des blockchains publiques et des blockchains privées. Une blockchain publique comme le Bitcoin, en fait, tu peux accéder à toutes les transactions qui existent depuis 2009, la date à laquelle il a été lancé. Et donc, en gros, c'est comme si tu disais, tu peux accéder à tout ce qui s'est passé à BNP Paribas depuis que la banque existe, quoi. C'est un peu se dire ça. Sauf que t'as pas les noms et prénoms des personnes Oui, oui. qui l'ont fait, c'est des adresses numériques Mm. qui correspondent à ton porte-monnaie Bitcoin. Mais tu peux voir qui a échangé, combien, quelle date, etc. Donc voilà, en gros, en résumé très rapide, qu'est-ce que Mm. c'est une blockchain, à quoi ça peut servir. Et voilà, donc en gros, les deux applications principales, c'est la finance, donc tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Mm. Et le côté, toutes ces industries où il y a besoin d'avoir une traçabilité de la propriété de quelque chose ou d'un D'accord. produit. Donc voilà, que ce soit une maison, une voiture. Demain, tu pourrais, Mm. plutôt que d'avoir une carte grise, en fait, tu pourrais très bien imaginer avoir un NFT de ta Mm. voiture, tout simplement. Ouais, oui, comme Et tu voilà. l'expliquais tout à l'heure avec le Ouais, des projet de bouteilles Wine de vin. Bottle Ouais. Club, là, Mhm. sur ce projet-là, c'est qu'ils ont numérisé en gros la bouteille pour. Exactement. Mm. D'accord. Donc ouais, Mm. c'est assez passionnant comme univers. Oui, oui, non, mais enfin, je sais, c'est un univers, enfin, qui peut paraître à faire peur. Puis surtout, bon, on est face à toujours un peu les médias qui aussi bah, expliquent qu'il y a une baisse, c'est la fin. Enfin Oui, voilà. Il y a aussi ce côté législatif qui est encore un ouais. petit peu flou parce que il y a pareil, il y a des pays qui l'ont interdit Mhm. au Maghreb, je crois. Ça pourrait être le cas partout dans le monde. Ça pourrait forcément bah, mettre, comme tu le dis, ça va mettre le Bitcoin à terre. Mais voilà, il y a quand même deux pays qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Alors, je crois que j'avais lu Centrafrique et Salvador. Ouais. Et puis, il y a certains pays qui ont légalisé les crypto-monnaies, Mhm. comme l'Ukraine, hein, comme dans le contexte particulier de la guerre, hein, pour récupérer de l'argent d'une autre manière, Ouais. je suppose. Par contre, voilà, enfin, ce que peut-être tu as dit, je sais plus, c'est que chaque transaction va réclamer une puissance informatique considérable. Donc ça, bah forcément, ça a aussi un impact bah, sur l'écologie parce que les machines, on demande voilà, à ce que les machines minent, comme on appelle ça, enfin, Mhm. minent, et puis bah, ça peut être, voilà, ça pour l'instant, on va dire qu'on est entre deux, c'est que bon, forcément, le matériel va évoluer aussi pour après absorber cette capacité-là, mais pour l'instant, voilà, ça quand même, ça cause des problématiques, on va dire, enfin, écologiques, même si bon, la vraie problématique écologique n'est pas forcément la consommation électrique de l'appareil, mais plutôt entre la construction Ouais. et le recyclage. Mais ouais, enfin voilà, il y a tous ces risques-là aussi qui peuvent arriver, puis le risque aussi cybersécurité, parce qu'on est dans le monde du web. Ouais. Tu l'as bien dit, hein, c'est le web 3.0 et forcément ça peut être hacké. Ouais, c'est Euh, ça qui est marrant sur tu vois, le côté blockchain, en gros, Ethereum, Bitcoin, etc., en gros, n'est pas attaquable. Enfin, mm, aujourd'hui, théoriquement, c'est impossible. Il faudrait des puissances de calcul gigantesques mm, pour hacker ça. Par contre, ce qui devient hackable, c'est
les applications qu'on construit par-dessus. Oui. Mm. Et en fait, c'est ça. C'est en général, tu vois, les gens ont du mal à comprendre. On dit que la blockchain c'est hyper sécurisé, c'est impossible, mais pourtant on parle de hack tout le temps. Mm. En fait, c'est les fondations ne sont pas forcément hackables, mais si tu construis des trucs par-dessus et qu'en fait il y a des failles de sécurité dans ces applications que tu construis par-dessus, bah, c'est ça en fait que les hackers hackent, quoi, tout simplement. Mm. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un peu la distinction entre la technologie qui est hyper sécurisée, mais par contre, les applications qu'on a construites par-dessus cette technologie, bah, elles sont moins sécurisées en général, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Bah ouais, c'est sûr, parce qu'il y avait eu l'exemple il y a peu de temps là de Luna, c'est ça? Ouais. Luna qui est passé alors je sais plus, j'avais dans les chiffres de 120 $ il y a un mois, aujourd'hui à 0,0001 dollar, hein, voilà, Ouais. voilà, non, même de cents, pardon. Ouais. Donc voilà quoi, et ça, je n'ai pas eu vraiment l'info, mais Alors, c'est pas c'était vraiment plus un hack. lié à la manipulation, enfin, quelqu'un qui a joué du système pour se manipuler, un peu tout ça, hein, c'est après ce que j'ai Ouais, compris. c'était un peu. Ouais, en gros, c'était un phénomène de panique. C'est un peu comme si tu disais que Luna, enfin Terra, c'est la Mm. boîte derrière le Luna. C'est un peu comme si tu prenais l'exemple, c'est comme si on se disait la BNP, voilà, je vais reprendre la BNP, je vais prendre une autre Société Générale. C'est comme si Société Générale, il y a une rumeur comme quoi il y a un problème en interne, etc., et que tout le monde va retirer son argent en même temps. Mm. Donc en gros, ce qu'il y a eu là, c'est qu'à un moment, il y a eu des mouvements liés à cette blockchain, Mm. ça c'est une autre blockchain, qui ont fait en sorte que ça a fait paniquer certains investisseurs. Et du coup, en gros, tout le monde a retiré en même temps, et du coup, ça s'est écroulé, quoi. Mm. C'est un truc assez classique en finance, des moments de panique, etc. Et en fait, le système n'était pas assez solide. Il n'y avait pas assez de confiance pour faire en sorte qu'en fait, ça ne se passe pas. Et donc, en gros, voilà, Alors, il y a des rumeurs qui disaient c'est en fait des gros investisseurs qui ont fait exprès de faire ça, mais en fait, a posteriori, en creusant un peu plus, il y a eu Mm. potentiellement plus un effet de panique global qu'une volonté d'une seule et même personne ou d'un consortium de personnes de faire en sorte que ça s'écroule. Mais voilà, encore, ça c'est pas encore clair et net. Mais en tout cas, c'était pas une question de hack ou autre, c'était Mm. vraiment un effet de panique. D'accord. C'est vrai que comme tu l'as dit, enfin, c'est comme je l'avais dit, c'est un peu volatile tout ça, et c'est vrai que ces effets de panique vont forcément avoir une incidence derrière sur la valeur du Bitcoin, mais c'est un peu pareil aussi sur le monde de la bourse, hein, ni plus ni moins. C'est que, Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. Si, je sais pas moi, si demain, par exemple, Elon Musk vend 40 milliards de dollars de ses actions, Mm. bah, en fait, ça va créer un effet de panique. Les gens vont se dire, mais pourquoi Elon Musk a vendu ses actions? Ça veut dire que il sait quelque chose que nous on sait pas. Du coup, les gens vont vendre, ça va Oui. chuter et ainsi de suite, quoi. Mm. Panique. Ouais, donc ça marche dans Ouais. tous les trucs, hein, Mm. un peu moins dans l'immobilier et tout, parce que bah. Ouais, Enfin, voilà, c'est plus compliqué de vendre un appartement que de vendre une action. c'est sûr. Donc on a moins Mm. ces phénomènes-là de panique, ouais. Et Mm. même, enfin, ça peut arriver, mais Donc là, bah, on vient de parcourir un petit peu tout, je pense, en termes de finances, de fintech. On voit que ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Et après, à chacun, et ça, tu le décris très bien dans ton livre, de se faire sa Mhm. stratégie d'investissement. Mais ça, voilà, moi, je voulais vraiment qu'on parle un petit peu de ce monde de la fintech. Ouais. Euh, Justement, enfin, enfin, sur la partie fintech, finances personnelles, évolution des finances, il y a très peu de formations qui sont à ce sujet. Tu en as fait une première avec Live Mentor, il me semble. Maintenant voilà, doit s'inscrire sur la liste d'attente pour, pour Ah essayer ouais? d'y participer. Ok. Ouais, j'avais vu, parce que j'avais voulu y participer, puis c'était pas le bon moment, parce que voilà, ça m'intéressait beaucoup. Ouais. Ça m'intéressait beaucoup, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui m'avait frappé enfin une phrase qui m'avait frappé, c'était l'effet de boule de neige commence à acheter du temps dans le futur. Parce que Ouais. tu le dis très bien, c'est comment, enfin, demain il faut investir aujourd'hui pour demain, Mhm. voilà, par rapport aussi à l'avenir, parce qu'on ne sait pas trop, nous, notre âge, si on va avoir une retraite, Ouais. enfin voilà, donc à quel niveau, etc. Enfin,
voilà, donc il faut aussi se préparer à investir pour aussi peut-être faire d'autres choses de sa vie. Et Mhm. ça, voilà, tu l'expliques très bien. J'ai trouvé, ouais, il y a peu de formations finalement, j'ai l'impression, sur vraiment ce côté évolution de la finance, évolution du monde au-delà de Ouais. la banque traditionnelle. Ouais, c'est vrai, bah, il y a beaucoup de formations qui vont être soit très spécifiques à la bourse Mm, ou du marché de change, enfin, le forex ou les cryptos, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui présente un peu mm, l'état des lieux de ce qui est possible aujourd'hui. Et en gros, je trouvais ça intéressant parce que c'est toujours plus cool quand tu crées un truc un peu à ton image et tu vois, tu mm, choisis, mais en fait, j'aime bien l'immobilier, donc je peux investir un peu en immobilier, mais j'aime bien aussi la bourse, mais j'aime pas trop les cryptos, donc en gros, j'y vais pas. mm, Les Lego, c'est marrant, c'est un peu un côté mm. fun et ludique en même temps que ce soit potentiellement un investissement. Bon, voilà, voilà, l'idée, c'était vraiment de donner toutes les clés possibles de lecture et tous les outils accessibles pour en fait, que chacun crée son propre univers d'investissement, quoi. Mm. Ouais, et ça, je trouve que c'était, enfin, moi, c'est le message surtout que j'ai retenu de ton livre, c'est chacun doit se créer cet univers-là qui lui correspond. Mm. Comme je t'en parlais, moi, pour l'instant, je suis pas très sensible aux cryptos, et pourtant, je suis Ouais. quand même quelqu'un de la tech à fond. Mais voilà, mais par contre, voilà, je vais aller chercher d'autres choses qui m'ont intéressé, ou je vais essayer de découvrir. Et après, Ouais. voilà, c'est ce que tu dis clairement, c'est de pas mettre les œufs dans le même panier, Ouais, mais ben non. aussi pas, et puis aussi pas céder à la panique. Aussi, j'ai Ouais, retenu ça. bah, ouais. Surtout dans le monde de la bourse et des cryptos, c'est voilà, ça baisse, il faut peut-être pas vendre, il faut peut-être se Ah bah dire ça va non. augmenter. Voilà. Non, c'est Ouais, sûr. parce que je pense que les gens ont peut-être c'est trop l'image de la bourse à la télé, tu vois, où les Oui, gars des ils achètent, ils traders vendent qui et voilà, ouais, ouais. achètent, vendent. Bon. Non, Donc ouais. c'est une grande minorité. Mm. Une petite Ouais, ouais. minorité plutôt de traders. Enfin, Mm. c'est un vrai boulot, ça. Sauf que 99,99% des gens, ils achètent et tu le gardes pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est ça que tu veux faire, quoi. C'est pas acheter et vendre tous les jours, Mm. sinon. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, sinon déjà tu passes du Oui, temps et voilà. Mais voilà, enfin que ce soit sur tes newsletters ou sur ton livre, je trouve que enfin, c'est pas que ça simplifie, mais ça dédramatise aussi sur le temps que ça ouais, peut prendre, etc. Et je trouve que c'est un bon livre pour sensibiliser à tout ce qui peut faire, à tout ce qui peut être fait. Parce que moi, je pense que c'est hyper important d'investir parce que, comme je te l'ai dit, on ne sait pas de quoi notre ouais, demain retraite sera fait. soit fait dans un premier temps, et puis aussi Ouais, pour d'autres raisons, à faire d'autres choses aussi de notre c'est vie. Et ça. plus on attaque tôt, mieux c'est. Ouais. Mieux c'est. Après, à chacun de le faire suivant ses sensibilités. Bon, dans Déissier des hommes, il y a aussi le mot homme, et j'aimerais te poser deux, trois petites questions qui sont plutôt en rapport avec toi. Et est-ce Ouais. que tu pourrais nous parler d'un de tes échecs, difficultés, doutes, et quels enseignements tu as pu en tirer? Bah, doute, je pense que, bah, un peu comme plein de personnes, quand tu dois t'orienter à l'école, tu sais pas trop où tu vas aller. Et des fois, tu as des portes qui sont fermées, c'est celle où tu voulais aller, et du coup, tu dois aller ailleurs. Tu vois, moi, par exemple, moi, j'adorais ce côté. Moi, je voulais être ingénieur pyrotechnique. Donc, c'est les ingénieurs, tu vois, qui conçoivent Ouais. bah, soit Mm, potentiellement des moteurs d'avion, ça peut être des airbags, enfin, mm, tous les trucs où il y a de la combustion, quoi. mm, Sauf que bah, j'étais pas bon en maths et du coup bah en fait on m'a dit bah en fait tu peux pas faire d'école d'ingénieur. Du coup je me suis dit bon qu'est-ce que je pourrais faire. Bon bref, du coup j'ai choisi l'économie et c'était cool quoi, j'ai bien fait. Comme quoi tu peux être bon en mm, économie et pas être bon en maths. C'est pas forcément les deux vont pas forcément ensemble comme beaucoup de gens croient. mm. Mais ouais, donc pour moi, c'était plus cette partie-là de ma vie, les moments de doute, tu vois, c'est un peu qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi tu vas le faire, quoi. Donc, mais ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Donc voilà, après, Mm. professionnellement, j'en ai pas eu vraiment, donc je pourrais pas te Bon, bah, tant donner de mieux. scoop. Ça a été plutôt, ouais, plutôt smooth Ouais. l'évolution. Et voilà, non, mais après, là, le challenge hein, actuel, c'est plus, tu vois, aujourd'hui, Snowball, c'était Johan. Mm. Et du coup, comment tu fais la transition entre Snowball égale Johan vers bah, Snowball égale Johan et plein d'autres personnes, quoi, une Ouais. entreprise. Et ta communauté, ouais, Et qui ouais, est, c'est ouais. ça, une communauté, une entreprise, des employés, tout Mm, ça. Et du coup, tu vois, c'est quand même un petit challenge. Même si dès le début, tu vois, je me suis caché un peu derrière mm, Snowball, les illustrations, je mettais pas forcément ma tête, etc. mm. Mais voilà, donc ça va être voilà, c'est un peu le challenge actuel. Euh,
Et voilà, Tu en gros. tu vas changer de posture. Oui, bah oui, oui, c'est Ouais, sûr. ouais, tu vas Ouais. changer de posture et oui, oui, de passer de la posture, un peu du l'entrepreneur freelance, hein, c'est pas du tout Oui, c'est péjoratif ce que ça, je ouais. vais dire, mais de l'entrepreneur tout seul Mm. qui mène sa vie un peu comme il le veut et comme il l'entend et à son rythme et bah, de passer à un côté avec une équipe, avec des investisseurs et voilà, donc Ouais, c'est pas du tout la même chose et non, voilà, il faut s'adapter et voilà, il faut s'adapter donc voilà, c'est mais ça. je l'ai appris aussi, tout au long de ma carrière et je continue d'apprendre, hein, donc ouais. On s'arrête Donc jamais, ouais, hein. ouais, on s'arrête jamais, on s'arrête jamais. Si tu avais un livre, une série ou un film à nous conseiller, Un livre, oui, bah il y a un livre que j'aime beaucoup, qu'il y a pas beaucoup de gens, peu de gens connaissent. Ça s'appelle You Are a Message. Vous êtes un message. mmh, Et c'est Guillaume. Attends, je crois qu'il s'appelle Guillaume Wolf, l'écrivain. Et ça, enfin, c'est un livre qui se lit vraiment, je pense, en 1 heure, tu l'as lu. d'accord. C'est vraiment plein de petites phrases un peu à la fois inspirantes, mais aussi Mmh, très terre à terre, etc. ouais. Et ça parle à la fois de marketing, de business, de culture. Donc ça mixe plein de sujets. Et Mmh, je trouve qu'il est vachement intéressant, que ce soit pour des entrepreneurs, des employés, des étudiants, des gens qui veulent lancer une entreprise. Enfin, tout ça, mmh, ça marche bien, quoi. Donc, d'accord. celui-là. Bon, ben merci, je le noterai et je le lirai. Je le lirai. D'autres choses à nous conseiller? D'autres choses, bah, il y a aussi un autre, alors c'est pas forcément un livre ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt un entrepreneur qu'on connaît pas beaucoup et qui est Mmh, français en plus. C'est alors je pense que tout le monde connaît, on a tous vu des poêles, tu vois, dans les maisons un peu à l'ancienne, là, mmh, en fonte. oui, Mais du coup, il y a comment dire, le fondateur de ça, donc il s'appelle Godin, Godin. Donc les poêles Godin, c'est des trucs assez connus en France, il y en a mmh, partout. Et du coup, lui, il est assez, il avait monté sa boîte en fin 1800, un truc comme ça, 1880, je sais plus exactement. Mais il était assez visionnaire, donc il avait créé un lieu où, en gros, tu vois, tous ses employés avaient accès à une sécurité, une sorte de mmh, sécurité sociale, une retraite, alors que ça n'existait pas, l'accès à l'école pour les enfants, alors que c'était pas forcément obligatoire à ce moment-là. Donc, il était assez, voilà, ce côté, comment tu as un impact positif au-delà de juste les produits que tu fabriques. Et du coup, il est assez, ouais, c'est assez passionnant sa vie. Tu peux même d'accord. visiter son usine, son ancienne usine, c'est dans les Hauts-de-France, je me souviens plus, à Guise. D'accord, Et donc, ouais, donc intéressant. creuser un peu cet homme-là, Ouais, il est assez marrant. c'est marrant. OK, bah, j'écoute, j'irai voir parce que là ouais, ça m'intéresse un petit peu de voir tout ça Ouais. et dans ton domaine, est-ce que tu aurais, des gens à suivre, sur les différents réseaux sociaux, hein, peu importe lequel, quoi? Ouais, il y en a un que j'aime beaucoup sur la partie finance. Il s'appelle Morgan Housel, Housel. Euh, il a écrit un livre d'ailleurs qui est super bien, et d'ailleurs j'en parle un peu dans mon livre parce que Mmh, ça m'a inspiré certains trucs. Il a écrit un livre qui s'appelle La psychologie de l'argent. Je crois que ça a été traduit en français, mais c'est The Psychology of Money. Je sais pas s'il a été traduit en fait. oui, Et je regarderai. donc Mmh, il a écrit un super livre et il a un blog qui est vraiment super bien. Alors des fois il parle de business, mais il parle souvent d'argent, d'investissement, d'intelligence financière, tout ça. Et je le trouve assez. Il est mesuré dans ses propos, tu vois, c'est pas un extrémiste ou autre. mmh, Et donc il parle quand même à pas mal de gens et je l'aime beaucoup. Ouais. OK et toi, on te retrouve où? Bah moi, plutôt sur LinkedIn en ce moment. Donc Yoann Lopez, LinkedIn, Mmh, et bah sinon Snowball, hein, oui, ouais, je mettrai. snowball.xyz. Voilà, c'est un peu les deux lieux Mmh. pour me trouver, quoi. Oui, oui, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la biographie. Je Yes. crois que Snowball a aussi il me semble, un compte Twitter. Ouais, c'est Ouais, Snowball, @Snowball aussi, ouais. tout simplement.
Voilà, puis j'inviterai tous les gens à s'abonner et à Yes. te suivre, à lire ton livre. Je sais pas si tu avais à conclure, quel est ton mot de la fin? Bah, mon mot de la fin, ça peut être que je pense que oui, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, l'univers de la finance, tout ça, si tu creuses un peu, il est assez passionnant. En vrai, je pense que tous les sujets sont passionnants. Mm. L'autre jour, il y a un mec sur TikTok c'est un mec qui installe la fibre dans les Oui. appartements. Et il y a un truc qui peut paraître complètement banal, mais en gros, il a un compte et il raconte sa vie de mec qui pose de Mm. la fibre et il te raconte un peu les côtés techniques et je trouvais ça passionnant alors que j'aurais cru que c'était un truc chiant. Donc je pense que oui, pour moi, la finance, c'est aussi important que, alors pas aussi, mais je le mets à peu près au même niveau que la santé. Parce que du coup, si tu n'as pas d'argent, en fait, tu te bloques l'accès à plein de choses. Du coup, tu te bloques l'accès à la santé potentiellement, à du bien-être, épanouissement, santé mentale, tout ça. Et du coup, je pense que s'y intéresser, c'est pas si compliqué que ça. Surtout que voilà, c'est tellement vaste comme univers que tu trouveras toujours des sujets qui vont t'intéresser. Alors si c'est pas les cryptos, c'est potentiellement la bourse, sinon c'est l'immobilier, enfin il y a toujours des trucs. Mm. Et donc voilà, donc c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. C'est voilà Ouais. ce que je voulais dire. Non, mais je te rejoins, c'est aussi ma conclusion. Bon, ça fait quelques temps que je te suis finalement, presque au début. Je suis en Ouais, train de m'en rendre compte, hein, parce que je me rappelais plus que c'était vers mars 2020 que t'avais ouais, lancé c'est ça. ça. Et ouais, après lecture, d'échange, puis rééchange avec toi, c'est de montrer un peu que c'est accessible. Faut pas faire n'importe quoi, ça c'est sûr. Bah oui, Faut diversifier. Il y a des subtilités. Il y a des subtilités. Après, je pense que voilà, il y a des choses qui peuvent être vues. Après, bon, peut-être que Snowball aussi va évoluer aussi vers des choses pour aider un peu mieux les gens aussi à aller là-dedans. ouais, Je suppose. Après, on en saura plus à un moment. un Mais voilà, mais je sais que tu as fait beaucoup d'outils entre guillemets de fichiers Excel, Google Sheets pour aider les gens Ouais, sur certains sujets. Enfin voilà, et moi je trouve que c'est bien parce que tu as réussi à rendre accessible un domaine qui à un moment n'était finalement réservé qu'aux banquiers et aux ouais, financiers et aux traders. ouais. Alors quand je dis toi, c'est par rapport à ce que je connais de toi, mais parce que c'est de la recherche. Je pense que tu as dû passer un temps fou à rechercher, à Ça prend un peu de étudier, à temps. regarder. Ouais, et puis tout le temps, je pense encore. Oui, Mais ouais, ouais. voilà, mais moi c'est ce que je retiens. Donc bah, merci pour ça. J'espère que ça va donner un peu mieux une vision de la fintech et puis de l'investissement aussi personnel à tous nos auditeurs. Ouais, Euh, j'espère. ouais, j'espère. Bah, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver Johan sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens sur autour Snowball aussi. Si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Et puis abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes. Et à bientôt sur DSI des Hommes. À bientôt, Johan. Salut tout le monde, salut, merci.